Les 24 et 25 octobre 2025, Paris accueillera la troisième édition de la Semaine de l'Afrique des solutions, un événement international unique consacré à l'innovation, à la créativité et à la résilience du continent africain. Ce rendez-vous qui propose de parler de l'Afrique autrement est organisé par le média Notre Voix et porté par la vision de son fondateur. Une vision où l'Afrique tient la place qui lui revient de droit, celle d'être l'acteur de sa propre histoire et le maître de son destin. Car les images, les clichés autour de l'Afrique restent tenaces. Pourtant, le continent n'est plus celui que les médias ou les opinions se plaisaient à décrire. Aujourd'hui, l'Afrique assume son rôle de continent bâtisseur et innovateur, malgré les difficultés sociales, économiques, politiques et géopolitiques qui persistent. L'Afrique a compris que ces difficultés étaient autant de chances de devenir plus forte. Pour cela, le continent doit trouver ses propres solutions en se connaissant lui-même. Vous l'aurez compris, ce podcast vous propose de lire une autre histoire de l'Afrique et mieux encore de la promouvoir, de la diffuser. Qui dit récit et solution dit journalisme de solution, une pratique journalistique encore sous-estimée, mais dont notre invité du jour est l'un des grands représentants et fervents défenseurs. Nous accueillons aujourd'hui un invité de prestige, fondateur du média Notre Voix en 2002 et ancien conseiller de grandes figures politiques d'Afrique. Léon Songbadji, bienvenue. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Alors, il y a 3 ans, vous avez décidé d'aller plus loin que votre média Notre Voix, puisque vous avez créé un événement entièrement dédié au journalisme de solutions qui s'appelle la Semaine de l'Afrique des solutions. Pour nos auditrices et auditeurs, pouvez-vous nous présenter et en dire un peu plus sur cet événement ? Déjà, d'entrée de jeu, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis journaliste, communicant, auteur. Donc, Léonce Ongbadi, je suis le directeur de publication du média Notre Voix, qui est un média que j'ai créé le 21 octobre 2002, donc ça fait 23 ans. Et après une formation à Lyon sur le journalisme de solutions, donc j'ai décidé de changer la ligne éditoriale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la promotion du journalisme de solutions. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous sommes aussi dans la communication d'influence stratégique, où nous conseillons pas mal de dirigeants africains en Afrique et ici également. Alors, d'abord pour nos auditrices et auditeurs, est-ce que vous pouvez revenir sur le journalisme de solutions? En quoi cela consiste-t-il? En fait, aujourd'hui, vous savez, avec l'avènement des nouveaux médias et des réseaux sociaux en l'occurrence, il y a de plus en plus un divorce profond entre les médias et les citoyens. Parce qu'on constate que les médias, pour la plupart, euh, passent leur temps à évoquer beaucoup plus de sujets problématiques. Et on le voit un peu partout, à travers le monde. C'est pas seulement en Afrique, on le voit également ici et ailleurs, que des médias sont beaucoup plus dans l'énoncé des sujets problématiques, comme si il n'y a que des problèmes qui existent. Et donc, le journalisme de solution va au-delà du journalisme classique, va au-delà du journalisme traditionnel. Le journalisme classique, comme je le dis, se limite à l'énoncé des sujets problématiques, alors que le journalisme de solution va au-delà de ça et apporte la solution au problème. Et donc, dans le journalisme de solution, on retrouve 5 grandes parties. Il y a donc la problématique, il y a la cause, il y a la solution ou la réponse concrète et concluante qu'on apporte pour régler le problème. Il y a l'impact positif réel que cette solution ou cette réponse a généré. Et il y a le regard critique du journaliste. Et donc, le journalisme de solution, c'est une nouvelle méthode de diffusion de l'information qui consiste à donner, à diffuser des connaissances à impact positif pour donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Donc, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une propagande, c'est une nouvelle méthode de diffusion de l'information. Donc, on appelle ça aussi journalisme constructif, journalisme positif, journalisme d'impact. Donc, c'est un concept qui a vu le jour, ça varie d'un pays à un autre, mais en France, je crois que ça a vu le jour en 2004. Dans d'autres pays, c'est en 2014. Et donc, c'est beaucoup plus développé ici en France et dans pas mal de pays, en Europe et aussi également aux États-Unis. Et nous estimons que c'est une méthode qu'il nous faut amplifier pour que nous puissions travailler à l'émergence de nouvelles lignes éditoriales
dans les rédactions, que nous puissions avoir des journalistes d'espoir, des journalistes constructifs sur le terrain qui vont réaliser des reportages, des documentaires, des enquêtes 100% solution pour parler aussi de ce qui marche. Parce que ce qui ne marche pas, on le sait déjà. Donc, à côté de ce qui ne marche pas, il faut aussi dire ce qui marche. Et c'est en amplifiant ce qui marche que nous allons motiver les gens, que nous allons donner envie d'agir, de faire, de s'engager, de créer, de rêver, de réussir au plus grand nombre. Vous imaginez si vous prenez un jeune qui est au chômage depuis 20 ans, et matin, midi et soir, les médias disent oui, mais le taux de chômage grimpe d'un cran. Le taux de chômage monte d'un cran. Matin, midi et soir, on le dit ça. Mais dans 20 ans après, vous revenez voir ce jeune, il serait toujours au chômage. Puisque tout ce qu'il entend dans les infos lui font peur. Au lieu de le motiver, au lieu de l'inspirer. Donc on peut aussi aller voir dans des localités où c'est vrai qu'il y a des défis, qu'il y a des difficultés, et que malgré ça, il y a des jeunes, quand même, des personnes qui arrivent à s'en sortir. Il faut aller voir comment ces personnes arrivent à s'en sortir, et le fait d'en parler dans d'autres pays, ça va pouvoir les inspirer. Donc voilà un peu en gros ce que c'est que le journalisme de solution. Alors, cette vision du journalisme que vous cherchez à promouvoir est guidée par une conviction forte que vous défendez, la conviction que finalement le journalisme, c'est bien plus que des mots, c'est un outil capable de porter des solutions, de transformer le monde. Justement, en quoi les récits sont-ils des outils puissants pour non seulement changer l'image que les gens, que les médias peuvent avoir de l'Afrique, mais aussi transformer le continent de l'intérieur dans son fonctionnement, dans son développement? Vous savez, dans certains pays, les médias sont qualifiés de quatrième pouvoir. En réalité, les médias constituent le premier pouvoir. Les médias constituent de puissants outils d'information et de communication. Et vous prenez le cas de l'Afrique, il y a beaucoup d'événements problématiques sur le continent. Chaque jour, il y a toujours un événement sur l'Afrique. Une conférence, un sommet, un colloque, un séminaire. Il y a tellement d'événements sur l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais on constate que la plupart du temps, quand vous assistez à ces événements-là, on parle beaucoup plus de ce qui ne marche pas en Afrique. Comme s'il n'y a que des problèmes en Afrique. Comme si l'Afrique est réduite à toutes les misères de la planète. Alors que ce n'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui des Africains qui créent des drones agricoles pour réinventer l'agriculture de demain. Des gens qui créent des mallettes médicales, des bornes de télémédecine, des voitures à hydrogène, des objets connectés, des jeunes qui vont aller collecter des déchets plastiques dans les rues de Kinshasa, par exemple. Je prends le cas de Bobo Benza qui est au Congo, qui se lève chaque matin pour aller collecter les déchets plastiques. Qu'est-ce qu'il en fait? Il les transforme en poubelles écologiques et en briques autobloquantes. À côté, vous avez d'autres, la Wassaya qui est du Sénégal, qui fait pareil et qui les transforme en des maillots de bain éco-responsables. Dans d'autres pays, vous avez des gens qui créent des robots d'assistance qui permettent de traiter le cancer. Parfois, il y a des solutions portées par des Africains qui sont uniques dans le monde. Il y a des Africains qui créent des enregistreurs de vol. Mais ces solutions sont méconnues du grand public. On n'en parle pas ou on en parle très peu. Et nous, notre diagnostic a montré que si on n'en parle pas assez et que c'est méconnu du grand public, c'est parce qu'en Afrique, nous n'avons pas encore de véritables entreprises de presse. Parce que ceux qui créent ces solutions-là, ceux qui mettent en place ces initiatives citoyennes, qui font bouger le continent dans tous les domaines pratiquement, ils n'ont que deux choses. Ils n'ont que leur volonté, ils n'ont que leur créativité. Ils auront beau créer la terre demain s'ils veulent. Si les médias et les journalistes n'en parlent pas, dans 100 ans, on va continuer à dire qu'il n'y a pas de solution en Afrique. Donc, nous avons donc su identifier là où se situe réellement le problème. Donc, nous avons décidé d'utiliser donc le journalisme de solution pour raconter l'Afrique autrement, pour faire émerger un récit positif et inspirant qui donne à voir une autre Afrique. Pour dire oui, il y a des problèmes en Afrique comme ici, ailleurs, mais pas que. Et qu'il est temps de focaliser l'attention des gens sur ce qui marche plutôt que ce qui ne marche pas. Et à la fin de cet exercice, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, en Afrique, nous avons plus de solutions que de problèmes. Donc, il s'agit donc de faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. Et il y a dans des débats, dans des événements, vous entendez beaucoup de personnes disent souvent que l'Afrique est un continent d'opportunités, l'Afrique est un continent, je sais pas, d'avenir et tout ça. Mais quand vous finissez de dire ça, il y a quoi? Nous, notre particularité, c'est que
nous mettons à la disposition des uns des autres des éléments de langage factuels qui montrent la suffisance, la dynamique positive en cours sur le continent, qui montrent la suffisance, la capacité créative de l'Afrique. On pourra vous dire, dans tel pays en Afrique, dans telle localité en Afrique, il y a telle personne qui a identifié telle problématique qui est due à telle situation et a apporté telle réponse qui a généré tel impact positif. Le fait d'amplifier ça, dans d'autres pays, d'autres vont dire merci. Dans tel pays, malgré des difficultés, les gens ont quand même su créer telle chose pour régler tel problème. Nous-mêmes sommes capables de le faire. De sorte que si nous avons 50 solutions aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, nous en aurons 5 fois, 10 fois, 20 fois. Donc, la Semaine Afrique des solutions est une vision, une grande vision, une grande ambition que nous portons, qui consiste donc d'abord à promouvoir le journalisme de solutions et à diffuser les solutions innovantes à impact positif qui transforment positivement le continent et surtout inspirent le reste du monde. Et justement, est-ce que le journalisme de solution a déjà réussi à faire bouger un peu les choses, à apporter vraiment des solutions, innovantes? Et qu'est-ce qui reste encore à faire pour, le promouvoir? Vous avez créé, votre média, vous avez créé un événement. Qu'est-ce qui reste encore à faire justement pour, fédérer, les gens, embarquer les gens dans cette aventure? Et le journalisme de solutions fait son petit bonhomme de chemin, comme on le dit. Ici en France, c'est de plus en plus connu. Vous allez dans pas mal de rédactions, il y a même des journalistes qui se spécialisent dans ça. Il y a même des tranches dédiées à ça, il y a des émissions de plus en plus dédiées à ça, il y a des magazines de plus en plus dédiés à ça. Donc nous, en Afrique, nous sommes les pionniers en la matière et nous travaillons donc pour que nous puissions doter le continent d'abord de véritables entreprises de presse et que dans la plupart de nos rédactions, que ce soit au niveau de la presse écrite, la radio, la télé et même que les médias numériques, que nous puissions avoir des journalistes et d'espoir, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand un média basé à Paris, par exemple, met en lumière un Africain ou un entrepreneur africain, que les médias africains s'intéressent à la personne. Et que parfois, la personne vit avec eux dans le même quartier, mais personne ne s'intéresse. Mais quand c'est un média qui est basé ici à Paris qui en parle, c'est là maintenant que les confrères courent. Donc nous, on travaille pour réinventer les médias sur le continent par le biais du journalisme de solutions. Et c'est pour cela que chaque année, nous formons 50 journalistes africains au journalisme de solutions. Et nous avons lancé l'année passée au Maroc la première école pratique de journalisme de solutions pour former une nouvelle génération de journalistes sur le continent et dans la diaspora. Nous avons un projet actuellement que nous pilotons de mettre en place une télévision internationale 100% solutions, une radio internationale et un magazine international 100% solutions pour diffuser les solutions qui changent le continent. Vous savez, nous sommes en 2025. L'Afrique, c'est le seul continent au monde qui ne dispose pas de ses propres canaux d'information et de communication. Nous n'en avons pas. Et donc, quand nous avons un message à porter, nous avons quelque chose à faire connaître, nous sommes obligés chaque fois et toutes les fois d'aller négocier chez les autres. Parfois, ils acceptent, parfois ils refusent. Donc, nous ne voulons pas rester dans les constats. Nous voulons vraiment agir et pousser les gens à agir. Donc, voilà un peu ce que nous essayons de faire au niveau des médias. Notre plateforme, Notre Voix, qui organise l'événement, nous sommes à plus de 215 000 visiteurs par jour et nous touchons en moyenne plus d'1 million de personnes par semaine. Et donc, c'est cette plateforme-là que nous utilisons pour essayer de restaurer la confiance dans l'information, restaurer la confiance entre les citoyens et les médias, parce que comme je le disais tout à l'heure, avec l'avènement des nouveaux médias, il y a une divorce entre les citoyens et les médias par rapport aux médias classiques. Et donc aujourd'hui, les gens, ils ont plusieurs moyens de s'informer et de se désinformer également. Donc il faut vraiment réinventer les médias, replacer les médias au cœur du dispositif de l'information pour pouvoir créer donc ce lien entre les médias et les citoyens. Simplement pour revenir sur, la semaine de l'Afrique, des solutions, la force et la particularité de cet événement, c'est qu'il est, interdisciplinaire. Il met en avant des acteurs innovants issus de secteurs, très différents, variés comme, la diplomatie, la santé, le business. Pourquoi une approche, aussi interdisciplinaire est-elle nécessaire et pertinente? Oui, parce que les solutions sont partout. Mmh. Les solutions sont dans tous les domaines. Et ce ne sont pas les journalistes qui créent les solutions. Les journalistes relaient les solutions. Les journalistes doivent aller identifier là où il y a les solutions. Les journalistes doivent aller mettre en lumière, valoriser et amplifier ce qui marche. Dans l'écologie, vous avez des solutions. Dans l'environnement en général, dans la santé, quand des gens
développent des applications digitales, hein, pour faciliter l'accès aux soins des populations, quand les gens fabriquent des mallettes médicales, des bandes de télémédecine, il y a des solutions dans tous les domaines. Dans l'agriculture, vous avez des panneaux solaires, vous avez des foyers améliorés sur le continent, vous avez des robots de plus en plus qui sont créés sur le continent. Vous avez aujourd'hui même des ordinateurs portables qui sont créés par des Africains. Au Bénin, vous avez Richard Hodilado. En Côte d'Ivoire, vous avez Karim Soro. Ils sont pleins sur le continent, ces jeunes-là. Mais ils n'ont pas de visibilité. Et donc, ce travail que nous faisons permet de leur donner, d'abord de reconnaître leur travail, de leur donner de la visibilité, de leur donner de la force et de les encourager à maintenir le cap pour que d'autres jeunes également puissent suivre le pas. Alors, pour susciter un peu, l'envie, de nos auditrices et auditeurs, quels sont un peu les visages, les têtes d'affiche de cette édition 2025 et les solutions innovantes qui seront mises à l'honneur, lors de cette nouvelle édition? Cette année, nous avons 300 solutions en PFU et nous avons une quarantaine de pays qui participent. Nous avons 15 prix que nous décernons aux meilleurs acteurs de solutions à travers les Best African Solutions. Nous avons des ambassadeurs de solutions pour l'Afrique qui reçoivent des médailles. Donc, nous avons 100 médailles d'honneur d'ambassadeurs de solutions cette année et 50 médailles du mérite cette année. Nous avons des émissions qui sont prévues. Nous avons des reportages également qui sont également prévus. Il y a des expositions, donc les gens peuvent venir découvrir des technologies africaines, des innovations africaines. Les gens peuvent venir voir celles qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain avec des initiatives innovantes à impact positif. Nous avons plus de 100 intervenants cette année. Et plus de 100 intervenants, c'est énorme. Là, même on est débordé parce qu'on a dû qu'on appelle nous arrêter à ce nombre-là, ce chiffre-là, parce qu'on n'a que 2 jours. En France, il faut faire remarquer que nous faisons 2 éditions chaque année, une édition en France et une édition en Afrique. Et cette année, c'est le Sénégal qui est le pays invité d'honneur. Donc, nous allons faire découvrir le premier satellite du Sénégal, et donc de l'Afrique de l'Ouest, qui a été lancé récemment. Personne n'est au courant. Vous imaginez? Personne n'est au courant que le Sénégal comment on appelle ça, est porteur de satellites, que le Sénégal a créé et lancé son premier satellite artificiel. Les gens ne savent pas. Nous avons une dizaine de solutionneurs marocains qui créent beaucoup de solutions dans l'insuffisance cardiaque. Il y a pas mal d'applications également qui sont également créées. Il y a des solutions je parlais tout à l'heure des voitures à hydrogène également. Il y a des solutions dans le domaine de la santé également qui sont développées. Donc les gens vont découvrir pas mal de solutions que nous allons mettre en valeur. On a pas mal de solutionneurs qui viendront du Maroc, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Des États-Unis, nous avons une dizaine de personnes des États-Unis, des Américains qui sont soit des professeurs d'université ou des innovateurs également qui s'intéressent à l'Afrique. Et nous essayons également de voir les solutions alternatives de financement des entreprises innovantes aujourd'hui de données parce que quand on parle de solutions, on parle aussi de financement. Il y a des solutions qui sont encore à l'étape de projet et qui méritent d'être financées pour être transformées pour devenir de véritables solutions opérationnelles. Donc nous essayons de voir ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas encore fait et voir comment accompagner, soutenir les porteurs de ces solutions-là, de ces innovations-là. Donc voilà un peu de façon à ramasser le menu. La SAS, comme j'ai souvent l'habitude de dire, ce n'est pas une conférence où les gens défilent et font des discours. Aujourd'hui, les gens sont fatigués, ils ont envie qu'on leur propose autre chose. Et nous, ce que nous proposons, c'est que ceux qui interviennent à nos événements, ils cochent 3 cases. Soit ils sont porteurs d'une solution déjà opérationnelle, et ils interviennent sous forme de pitch, ils viennent pitcher leur solution en réalité. Donc, chaque intervenant a 3 minutes pour pitcher sa solution. Je donne un exemple simple. Je m'appelle Léonce, on va dire, je vais de tel pays, dans telle localité, dans telle activité. J'ai identifié telle problématique qui est due à telle cause. Voilà, voici la réponse que j'ai apportée pour régler ça depuis 2 ans. Et depuis 2 ans après, voici ce que ça a généré comme impact positif. Et nous, c'est l'impact que nous récupérons pour amplifier. Donc, la deuxième catégorie d'intervention, soit les gens sont des porteurs de propositions de solutions. Donc, soit on est porteur de solutions déjà opérationnelles pour qu'on voit. Il ne s'agit pas de venir faire des blabla, bon, on a fait ci, on a fait ça. Non, il faut montrer. Il faut dire où est-ce qu'on l'a fait.
il faut pouvoir démontrer l'impact et montrer comment votre solution fonctionne, comment elle est rendue opérationnelle, où est-ce que vous l'avez expérimentée. Donc, ça permet de voir la dimension concrète de ce que vous dites. La troisième catégorie d'intervention, c'est soit vous êtes porteur d'un témoignage inspirant pour donner envie d'agir au plus grand nombre. Donc, voilà les trois catégories d'intervention à la Semaine africaine des solutions, de sorte que, à la fin, les gens repartent chez eux avec une solution. Ce n'est pas avec des discours, ce n'est pas juste prendre des photos, aller mettre sur les réseaux sociaux. Non. Les gens, ils repartent chez eux encore plus motivés, encore plus engagés, encore plus inspirés. Et donc, ils repartent chez eux avec une solution, avec une initiative, avec une envie d'agir. Parce qu'ils vont voir tellement de choses, des gens qui sont dans les mêmes situations qu'eux, mais qui, malgré ça, font des sacrifices, réfléchissent, créent, fabriquent, produisent. Eux-mêmes, ils vont se dire, mais si ceux-là, ils le font, et pourquoi même nous ne pouvons pas le faire? Donc, ils auront l'inspiration. Donc, ils pourront repartir chez eux avec donc, cette envie d'agir, cette inspiration, avec cet espoir-là, et aussi avec une rencontre. Parce que c'est aussi un fort moment de réseautage efficace que nous mettons également en place. Parce que, comme je le disais, il y a une quarantaine de pays qui y participent, et nous faisons en sorte que chaque année, ça ne soit pas les mêmes personnes qui y participent, que ça soit diversifié, qu'on soit africain, français, américain, canadien, brésilien, tout le monde a sa place autour de cet événement-là. Alors, Léonce, on parle de votre média, on parle de votre événement, mais maintenant on va parler de vous, de votre parcours, parce que le but, c'est aussi d'inspirer celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes un journaliste reconnu et prolifique. Pourquoi avoir choisi la voie, du journalisme parmi, tant de voies qui auraient été, possibles? Ah, c'est une question qui revient souvent. Je suis passionné par la littérature. Ils aiment écrire, ils aiment lire. Et puis, mon père était un homme politique, paix à son âme. Et donc, il aimait aussi beaucoup lire. Donc, il était à l'époque abonné, je crois, à 4-5 journaux. Donc, chaque fois quand il revenait à la maison, moi, j'essayais d'aller lui soutirer les journaux dans son sac. J'allais pour lire, pour voir comment les gens écrivaient. À l'époque, il y avait le magazine Planet des Jeunes, je ne sais pas si ça continue encore à l'époque. Et donc, j'étais ami à celui qui coordonnait ça à l'époque. Et donc, tout ceci m'a donné envie d'écrire. Et donc, j'ai commencé au collège en créant au Bénin, je suis originaire du Bénin, et donc en créant l'Association des journalistes en herbe du Bénin. Et donc, nous avions à l'époque créé des journaux scolaires dans la plupart des grands collèges du Bénin. Et il y avait le projecteur qu'on avait créé, il y avait la radio Passion qu'on avait créée, il y avait l'éclosion qu'on avait créée. Et donc, dès le collège, j'étais déjà journaliste. Dès le collège, je rencontre du travail, même déjà dans des rédactions. Donc, les soirs, je retrouvais mes professeurs dans les rédactions et le lendemain, on se retrouvait au collège à l'école. Et donc, l'envie est venue ainsi, grâce à mon père, qui lisait également beaucoup. Et donc, j'ai créé mon propre journal, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 21 octobre 2002. Et j'ai travaillé dans au moins une vingtaine de médias en Afrique et ici, que ce soit des magazines spécialisés comme l'année AFI, l'année francophone internationale, qui est basée à Lille ici, et dans Tout va bien, qui est basé à Lyon également, qui est spécialisé dans la solution. Et donc, voilà un peu ce que j'essaye de faire. Après, j'ai pris le chemin de la communication également, où, comme vous l'avez si bien dit à l'entame, j'ai eu à gérer la communication de près 5 chemins sur le continent. Et pas mal de personnalités également. Et donc, je suis dans l'information, dans la communication, dans la littérature et dans la formation également. Mais j'essaye quand même de faire la part des choses parce que l'information et la communication, il y a quand même un pouvoir. Donc, voilà un peu ce que nous essayons de faire. Mais justement, transition, parfaite avec, ma question suivante, puisque vous avez également, eu, l'honneur de conseiller plusieurs personnalités, politiques, comme vous venez de le dire, dont, Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin, ou encore, Sékouba Konaté, ancien président, de la Guinée. Aujourd'hui, vous restez, engagé en mettant, vos compétences, littéraires au service de l'Afrique. Pourquoi l'engagement, peu importe, la forme qu'il prend, est-il important pour vous? Et puis, quels enseignements vous tirez aussi de cette aventure dans le monde politique qui est un monde totalement différent du monde littéraire ou journalistique?
Non, il faut s'engager. Moi, je suis très attaché d'abord à mon pays d'origine, le Bénin, et encore plus à l'Afrique tout entière. Et toutes ces expériences que j'ai eu à faire auprès de ces différentes personnalités m'ont permis de voir beaucoup de choses que le commun des citoyens ne voit pas, d'entendre des choses que tout le monde n'entend pas. Et je me suis rendu compte que oui, il y a un temps pour dénoncer, pour critiquer, pour dire que ça ne va pas. Mais il y a aussi un temps pour montrer ce qui marche ou pour tout au moins pour proposer également. Et donc, ça a été une expérience vraiment enrichissante pour moi et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, que faut-il faire quand je vois nos jeunes aujourd'hui qui sont sur le continent et même ici dans la diaspora, qui sont à la recherche de la visibilité, d'accompagnement, de soutien financier. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas, comment on appelle ça, s'engager dans cette dynamique-là pour pouvoir apporter ce soutien-là à ces jeunes-là. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, individuellement, aucun d'entre nous ne peut y arriver, ce n'est que collectivement qu'on a dans la réussite. Donc c'est ce message-là que nous essayons de faire passer. Nous connaissons les problèmes d'Africains, puisqu'on a quand même conseillé des gens à des niveaux donnés. Donc on sait à peu près ce qui ne marche pas et surtout pourquoi ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous devons beaucoup plus apporter des solutions. Si ça existe, les montrer, ça n'existe pas. Et pouvoir les proposer pour pouvoir accélérer les solutions sur le continent. Et il y a une autre cause qui vous tient à cœur, vous avez parlé de la jeunesse, c'est l'éducation justement. Vous êtes d'ailleurs le vice-président de la fondation, Tamkin. Quelle est votre vision de l'éducation et pourquoi c'est aussi important de s'engager, justement, sur ce sujet? La clé pour sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est l'éducation ou l'alphabétisation tout au long de la vie. Parce que si les gens ne sont pas éduqués, si les gens ne savent pas lire et écrire, ça peut être dans leur propre langue ou dans d'autres langues, c'est pas ça le plus important. Mais si les gens ne connaissent pas leurs droits et devoirs, ils seront là. Ça ne va pas contribuer au progrès, au développement humain durable de nos pays en Afrique. Donc l'éducation, c'est la clé. C'est pour cela que nous encourageons toutes les initiatives qui rentrent dans ce cadre-là. La fondation Tamkin, qui est basée au Maroc, euh, euh, fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Comment rendre l'éducation accessible, comment développer des applications digitales pour faciliter la vie aux enseignants, pour faciliter la vie aux apprenants. Et la Fondation fait beaucoup de choses également. Dans ce cadre-là, c'est pour ça que nous sommes engagés à ses côtés pour faire en sorte que dans nos pays en Afrique et même ici en dehors de l'Afrique, que la question de l'éducation euh, devienne centrale dans les débats africains et mondiaux. Vous avez également, créé votre agence, LH Partners. Alors pour résumer, votre parcours, vous naviguez, entre entrepreneuriat, journalisme, engagement politique. C'est quand même très impressionnant, très inspirant aussi. Comment parvenez-vous à vous déplacer avec, agilité entre ces mondes, parfois aux codes très différents et à rester, toujours polyvalent? Et c'est la passion et l'envie de servir, d'être utile. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes proches, ce dont j'ai peur, ce n'est pas la mort, puisque la mort, c'est une évidence, nous allons tous mourir un jour. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Mais nous ne finirons pas mourir un jour. Donc, on ne peut pas avoir peur de la mort. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui, de toute façon, va arriver, de quelque chose de qui, de toute façon, va arriver. Mais j'ai beaucoup plus peur de mourir un jour et de ne rien laisser. Il y a des gens qui sont riches, qui ont tout, ils meurent et 24 heures après, on les oublie. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'oublie 24 heures après. C'est pour ça que je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour impacter au maximum, pour laisser suffisamment de traces. C'est d'ailleurs pour ça que je produis beaucoup, j'écris beaucoup, parce qu'il faut laisser suffisamment de traces. Avoir de belles maisons, de belles voitures, de belles femmes, tout ça c'est bon. Mais après ça, qu'est-ce que vous laissez aux générations actuelles, surtout aux générations futures? Vous allez mourir et 2 jours après, les gens vont vous oublier. Ceux qui venaient vous voir pour boire, pour manger, pour danser, 24 heures après, vous vous oubliez. Personne ne retiendra rien de vous. Mais si vous laissez suffisamment de traces, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine politique, social, associatif, dans tous les domaines possibles,
il restera, même si c'est une seule personne, qui pensera à vous, parce que vous l'aurez marqué tout le long de sa vie. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire, impacter au maximum. Impacter au maximum de façon concrète, pas dans les discours, pas dans les bavardages, travailler dans la discrétion, se fixer des objectifs précis et se donner les moyens pour les réaliser à court, moyen et long terme. Il arrive parfois de tomber, il arrive parfois de faire face à des épreuves, à des échecs, mais on se dit, tant qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, on doit rester debout. Moi, beaucoup ne le savent pas. Je vais vous, comment appeler ça, de faire cette confidence-là pour la première fois. Je n'aime pas trop en parler. Mais les gens ne savent pas, quand les gens regardent, ils voient tout ce que je fais. Ils disent, waouh, même moi, j'ai dormi dans la rue ici à Paris. J'ai passé des mois dans la rue ici. J'ai divorcé, j'ai connu un divorce violent. Après, je me suis retrouvé à la rue. Les gens ne savent pas. Et aujourd'hui, avec l'événement La Semaine Afrique des Solutions que nous organisons, je pouvais me dire, mais écoute, je viens de loin. Il faut quand même que je puisse aller me reposer aussi, aller en vacances, me faire plaisir et tout. Mais je me dis, vous savez, dans la vie, chacun a une mission à remplir, à accomplir. Chacun a une mission à accomplir. Moi, je me dis, c'est ma mission. Servir les autres. Et quand vous servez les autres vous servent. Quand vous pensez aux autres pensent à vous. Quand vous êtes utile aux autres, les autres vous seront utiles un jour, tôt ou tard. Donc, travaillons ensemble pour être utiles. Engageons-nous dans des causes en faveur du bien commun. Que chaque jour, quelqu'un puisse poser un acte positif en faveur du bien commun. S'il le fait à 10 personnes, les 10 ne seront pas ingrats. Il arrivera un jour qu'on va parvenir à identifier une personne parmi les 10 qui vont dire, bon, ah, vraiment, on a été impacté par les actions de telle et telle personne. Donc voilà un peu ma philosophie de la vie, servir et continuer à servir. Lorsque nous avons aujourd'hui les retours, les gens qui sont contents, des innovateurs qui n'étaient pas du tout connus, alors qu'il y a des solutions que nous révélons aujourd'hui, les gens pensent que c'est ce matin que ça a été créé, alors que c'est des choses qui sont créées depuis 20 ans, 30 ans. Et les gens sont contents. Quand vous avez Salou Diallo qui est au Canada, qui développe des solutions écologiques, sa start-up s'appelle Kiroko, il est basé au Canada. Grâce à la SAS aujourd'hui, il signe des contrats. L'année passée, il était là en 2023, il était là encore l'année passée, il dit, mais écoute Léon, je viens parce que vraiment, la SAS a été utile pour nous. Il y a beaucoup d'autres innovateurs comme ça, qui étaient dans l'ombre, qui n'étaient pas du tout connus. Et tout ceci que nous le faisons gratuitement. Donc ce n'est pas du business que nous faisons. Toutes ces initiatives que nous prenons dans le cadre de l'événement, nous n'avons jamais pris un euro chez quelqu'un pour le faire. Nous le faisons gratuitement. Nous demandons aux gens, l'événement est organisé par une association. Vous pouvez aussi contribuer pour soutenir, parce que ça nous coûte aussi beaucoup d'argent. Donc nous essayons d'avoir autour de cette ambition des acteurs qui s'engagent avec nous pour que nous puissions co-construire cette ambition que nous avons pour l'Afrique et pour le monde. Donc voilà un peu, chère Clémence, ce que je peux vous dire pour répondre à votre question. Un très bel état d'esprit, une très belle philosophie. Et vous parlez d'utilité de laisser une trace et vous allez laisser encore une trace avec cette participation, ce podcast qui justement veut être utile aux jeunes talents qui nous écoutent. Et justement, c'est l'occasion de s'adresser à eux, puisqu'on a toujours une tradition, c'est de laisser le mot de la fin à l'invité. Donc vous allez pouvoir vous adresser à eux au travers des 2 dernières questions que je vais vous poser. Tout d'abord, quels conseils donneriez-vous à une ou un futur journaliste qui nous écoute et qui souhaite pratiquer le journalisme de solutions et s'emparer de cette technique de journalisme? Le métier, qu'on appelle ça, le journalisme, en règle générale, on le fait avec passion, parce que ça demande beaucoup d'exigences, ça demande beaucoup de rigueur. Dans certains pays, en Afrique en l'occurrence, on s'engage dans le journalisme parce que soit on veut sortir de la pauvreté, soit on veut sortir du chômage. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup plus aujourd'hui de journalistes généralistes qui traitent de tous les sujets, alors qu'on doit pouvoir avoir des journalistes spécialisés
Parce que si le même journaliste traite de sujets de santé, de sport, de culture, d'économie, il ne sera pas efficace. Et donc, c'est une vocation. Si quelqu'un veut s'engager dans le journalisme, il faut que à la base, ça soit une passion pour lui. La passion d'informer, la passion de rechercher, de fouiller, d'analyser, la passion de servir l'information autrement, de ne pas faire comme tout le monde. Une fois qu'on a cette passion-là, il y a des écoles aujourd'hui de plus en plus qui se créent et qui forment des journalistes. La plupart, nous, à notre temps, la plupart des journalistes étaient formés sur le tas, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore d'école de journalisme, de solutions. Donc moi, c'est après que j'ai eu mon diplôme à l'école supérieure de journalisme de Paris, EI de Paris. Et donc, maintenant, il y a des écoles maintenant où même si on était formé sur le tas, on peut aujourd'hui renforcer ses capacités dans ces écoles, dans ces universités, où on rentre directement à l'école si on a la passion de pouvoir le faire. Mais il faut que les gens puissent savoir qu'à la base, il faut avoir une passion pour avoir cette envie-là d'informer autrement. Et surtout de se spécialiser déjà à la base. Ce n'est pas juste une porte qui est ouverte, bien on rentre dedans. Il faut pouvoir se spécialiser. Je suis journaliste culturel. Ça n'existe pas. Je suis journaliste culturel, mais je suis spécialisé dans la musique. Je suis spécialisé dans le cinéma. Je suis spécialisé, c'est pas quoi, dans le tennis, dans le hand, tout ce qui est du sport. Parce que si vous êtes journaliste sportif, vous imaginez le nombre de disciplines qu'il y a dans les sports. Et dans chaque discipline a ses spécificités. La manière de commenter un match de football, ce n'est pas la même manière de commenter un match de tennis, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, il y a la question, en Afrique, on en parle depuis plus de 20 ans. Elle est primordiale, la question de spécialisation. Donc, pour les jeunes qui veulent s'engager dans le journalisme, c'est une bonne chose. Mais il faudrait qu'ils s'y engagent avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, et qu'ils se spécialisent dans les différents genres qui existent. Ils peuvent avoir des connaissances dans tous les genres, mais il faut qu'ils se spécialisent au moins dans un ou deux. Les gens, ça va leur permettre vraiment, de sorte que demain, s'il y a par exemple un événement sur la santé, on sait, même dans la santé aussi, il faut se spécialiser. Parce que vous voyez le nombre de maladies qu'il y a dans le domaine de la santé. De sorte que quand vous produisez un article, par exemple, sur le paludisme, par exemple, on sent que ça, c'est un spécialiste qui parle. Quand vous produisez un contenu sur, je ne sais pas quoi, l'épidémie de coronavirus, par exemple, on sent que, il s'est documenté, il sait de quoi il parle, il utilise des éléments de langage, il utilise des mots-clés qui prouvent que, celui-là, c'est un professionnel qui fait ce travail-là. Et aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux médias, des réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Parce que chacun peut créer sa chaîne YouTube depuis sa chambre à coucher. Chacun peut créer une chaîne YouTube. Chacun peut créer, c'est pas quoi, une radio sur le web et raconter sa vie. Et donc, il faut vraiment, j'encourage les gens à se faire former dans les écoles dédiées et officiellement reconnues et à faire la pratique au quotidien et à s'améliorer et à passer de journalistes en herbe à de véritables acteurs d'information constructive. Alors, pour, rester sur cette note, positive, une dernière question. Comment pouvons-nous justement tous devenir des acteurs d'un récit, plus positif, plus innovant, plus audacieux, pour l'Afrique, pour promouvoir une Afrique, voilà, plus positive, de solutions et non de difficultés ou de problématiques comme vous l'avez, évoqué? Comment on peut tous, participer à notre échelle, à ce nouveau récit à construire? Oui, déjà, il faut savoir que ce qu'on dit de l'Afrique, pour la plupart, pas vrai. Donc, il faut déconstruire les préjugés, les narratifs qui existent pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut aller voir ce qui se passe sur le continent. De plus en plus de personnes aujourd'hui voyagent dans pas mal de pays pour aller découvrir. Et les retours sont positifs. Les gens constatent eux-mêmes que ce n'est pas seulement des gens qui sont assis à Paris ici et disent que ça marche dans certains pays. Attention, il y a des défis. Je ne dis pas que tout est rose, attention. Il y a beaucoup de défis sur le continent. Mais il y a aussi des choses qui marchent sur le continent. Et si nous voulons contribuer à l'émergence de nouveaux récits, nous voulons contribuer à la diffusion de ces choses qui marchent,
Nous sommes tous des acteurs de solutions. Chacun doit, même celui qui ne crée pas de solution, il doit pouvoir, soit vous ne créez pas, mais vous êtes consommateur. Parce que celui qui crée une mallette médicale, et si vous tombez malade, vous allez l'utiliser. Donc, soit on est créateur ou on est consommateur. Et dans tous les cas de figure, nous sommes tous des acteurs de solutions. Donc, chacun à son niveau, dans son foyer, dans son entreprise, à l'école, dans les hôpitaux, en tout cas, chacun à son niveau, peu importe là où il se trouve, chaque jour doit pouvoir poser un acte positif. À la fin de la journée, il doit pouvoir se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en faveur du bien commun? Voilà un peu ma réponse. Merci beaucoup Léonce pour votre engagement, votre passion et puis on vous souhaite beaucoup de réussite pour, cette nouvelle édition de la Semaine de l'Afrique des solutions, mais on n'en doute pas que ce sera une édition particulièrement innovante et bouillonnante, de solutions et puis, merci encore d'avoir accepté de participer à notre podcast pour, toutes celles et ceux qui rêvent de participer justement à la construction de cette Afrique, innovante et merci encore, à très bientôt. Merci, chère Clémence, pour l'invitation et on garde le contact.